Bonjour, je suis Émilie Mathieu, je suis infirmière en pratique avancée libérale, mention PCS, pathologie chronique stabilisée et prévention en soins primaires. Je suis installée depuis 9 mois dans une maison de santé pluridisciplinaire et avant j'étais infirmière libérale sur le secteur de Marne-et-Gondoire. Une infirmière en pratique avancée, c'est une infirmière qui a suivi un cursus universitaire complémentaire de 2 ans. 2 ans qui vont lui permettre de monter en compétence sur sa pratique en fonction de la mention choisie, puisqu'il y a aussi des IPA en psychiatrie santé mentale, en dialyse néphrologie, en cancéro-hémato et des IPA aux urgences. L'objectif des différents entretiens d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le déroulé de ma reprise d'études jusqu'à mon installation d'infirmière en pratique avancée libérale. L'idée de vous parler de mon parcours, c'est aussi de vous accompagner, vous, en tant qu'infirmière libérale, si vous avez une envie de reprise de formation, de développer tout ce qui s'est construit et tout ce qui s'est déconstruit pendant les 2 ans, de manière à faire mûrir, vous, votre réflexion et aussi vous accompagner dans vos choix. L'idée de reprise de formation, déjà c'est une envie personnelle de monter en compétence dans le métier d'infirmière. J'ai été libérale pendant 14 ans, très cloisonnée dans mon activité libérale et puis la période Covid est passée par là. J'ai coordonné un centre de vaccination et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une vie ailleurs, que j'avais envie aussi de travailler différemment auprès de mes patients. Monter en compétence du métier faisant avec les nouveaux modules universitaires qui se mettaient en place à partir de 2020, j'ai sauté le pas de la reprise d'études. Concernant la reprise d'études IPA, elle peut se faire en formation initiale, c'est-à-dire juste après la fin du diplôme d'infirmière, en continuité de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Mais si on est diplômé en formation initiale, on ne pourra pas exercer en tant qu'IPA directement. Il faudra 3 ans d'expérience dans un milieu hospitalier, ce qui n'était pas mon cas puisque j'avais déjà eu une expérience de 17 ans avant de pouvoir reprendre les études. L'idée de repartir en formation amène une réflexion quand on a déjà un cabinet infirmier libéral, puisqu'il va y avoir la question de la continuité des soins, donc trouver une remplaçante pour pouvoir nous suppléer quand on est absent, et puis se renseigner sur les universités qui sont présentes dans notre secteur de vie, tout en sachant que les universités proposent des plaquettes de formation qui sont différentes en termes de rythme d'enseignement. Donc il a fallu, pour ma part, mener une recherche par rapport à la géographie et à la fréquence des formations pour pouvoir maintenir une activité libérale et pouvoir suivre les cours à l'université et les lieux de stage. J'ai choisi une université Sorbonne Paris-Nord pour ma part qui me permettait d'avoir 1 semaine de travail et 1 semaine d'enseignement à l'université. Il faut se renseigner puisqu'il peut y avoir des formations temps plein, il peut y avoir des formations en alternance 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine d'enseignement, 1 semaine de travail. Il y a des formations distancielles. Donc ça, c'est vraiment des plaquettes qui sont vraiment différentes d'une université à une autre, qui peuvent évoluer tous les ans. Donc il faut vraiment se renseigner par rapport à ça. Et puis se poser vraiment la question du financement, puisque quand on est profession libérale, on n'a pas de financement de la part de la structure, comme des infirmières hospitalières. Donc il faut solliciter les fonds de formation, solliciter la CEPAM, l'ARS, répondre à des appels à projets. J'ai pu partir en formation parce que j'ai été acceptée dans 2 universités et que j'ai obtenu des financements de reprise de formation. Donc ça, c'était un bloc très important pour pouvoir financièrement garder le cap sur ces 2 ans de formation. Donc un aide à financement de la part de l'Agence régionale en santé qui s'implique sur le départ en formation des IPA, notamment pour une visée d'installation libérale par la suite. J'ai aussi sollicité mon compte formation professionnelle qui va me permettre aussi de participer à la prise en charge des frais universitaires. Et comme j'étais infirmière libérale, j'ai sollicité aussi le FIFPL, le Fonds d'indemnisation des professions libérales, qui, sur la 2e année, va me permettre également de pouvoir payer une partie des frais universitaires. Alors, concernant le dossier d'aide de financement de l'ARS qui est lié au Fonds d'investissement régional, c'est une démarche qu'il faut faire en ligne avec un dépôt de dossier à des dates bien précises. Donc, j'invite fortement à suivre le portail de l'ARS pour les démarches simplifiées. Avec ce dossier qui va permettre de faire comprendre à l'ARS le parcours, les motivations de reprise d'études, potentiellement le futur projet professionnel s'il est déjà réfléchi, avec une étude de dossier et une affectation des aides pour le départ en formation. On culpabilise un petit peu de repartir en formation, de laisser sa collaboratrice ou ses collaborateurs, et puis aussi l'inquiétude de trouver une remplaçante pour pouvoir
assurer la continuité des soins et que mon départ en formation n'ait pas un impact vis-à-vis de ma collaboratrice. Donc ça demande une grande anticipation par rapport à la recherche, et puis on sait aussi que le marché du travail est assez instable sur le recrutement des infirmières libérales. Donc c'est vrai que c'était une crainte de devoir partir en formation et ne pas avoir quelqu'un pour suppléer mon absence. Donc vraiment, il faut vraiment anticiper cet aspect, tout en sachant que c'est pas facile d'anticiper quand on ne sait pas si on est encore accepté dans une université et si on a les financements alloués. Donc c'est des mois d'incertitude avant le départ en formation, oui. Je suis rentrée en formation à l'université Sorbonne Paris-Nord avec une alternance d'enseignement, une semaine de travail, une semaine de cours, ce qui me permet de pouvoir continuer une activité tout en pouvant suivre les enseignements à l'université. Alors, le contenu de la formation, c'est une plaquette nationale, donc même si les rythmes d'enseignement sont différents, les contenus sont identiques. Donc la première année, c'est un tronc commun avant de choisir la spécialité de la deuxième année. Les enseignements tournent essentiellement autour de la clinique, la pharmacologie, qui va être approfondie en deuxième année par rapport à la mention choisie, bien évidemment. On va faire de la santé publique, on va aborder l'éthique, on va aborder l'éducation thérapeutique du patient. Et le gros bloc également, c'est l'initiation et la méthodologie de recherche, puisqu'en deuxième année, peu importe la mention choisie, il faudra rendre un mémoire de recherche. Les unités d'enseignement qui sont proposées à la fac ont déjà été abordées sur le cursus infirmier, mais sont bien plus approfondies, notamment en termes de clinique, de pharmacologie. On va vraiment approfondir l'unité d'enseignement des sciences infirmières qui fait partie du fondement du métier d'infirmière de pratique avancée. Une infirmière en pratique avancée, avec les 2 ans complémentaires et ses unités d'enseignement, va avoir des compétences plus approfondies qui vont lui permettre d'avoir plus d'autonomie dans sa pratique et sur sa prise de décision. Elle peut faire des hypothèses diagnostiques pour pouvoir assurer le suivi du patient et rediriger ou non vers le médecin traitant si jamais on est dans une phase aiguë. Les connaissances vont être vraiment approfondies sur la deuxième année en fonction de la mention choisie, et effectivement tout ce qui est examen clinique, pharmacologie, pathologie, physiopathologie vont être approfondis en deuxième année. Durant les 2 ans d'enseignement, peu importe la mention choisie, on a des cours de méthodologie de recherche pour nous accompagner en mode guidance sur la réalisation d'un mémoire de recherche. Le mémoire peut être rendu sous différentes formes. L'université que j'ai choisie demandait de rendre le mémoire sous forme d'article scientifique. Donc pendant ces 2 ans, on a des cours de méthodologie et des guidances qui vont nous permettre de pouvoir construire ce mémoire avec vraiment des données théoriques que certains, comme moi, n'avaient pas pu avoir sur l'ancien cursus infirmier. Donc c'est aussi une découverte, mais c'est aussi une manière de nous ouvrir à la veille documentaire et à la veille scientifique pour pouvoir, dans notre pratique, continuer sans cesse à s'alimenter et s'abreuver des nouvelles recommandations qui vont nous être importantes sur le suivi des patients. Durant la formation, il y a les unités d'enseignement, donc l'enseignement théorique. Et sur la première année, il y a 2 mois de stage à faire sur un milieu qu'on aura au préalable choisi, qui va demander aussi une anticipation de recherche de terrain de stage, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'IPA qui entrent en formation et de plus en plus de structures sont sollicitées pour être des terrains de stage d'accueil des IPA. Et c'est vrai que sur un terrain et un bassin de vie, c'est pas toujours facile de trouver une structure qui connaisse les IPA et qui soit adaptée et qui soit en mesure de nous recevoir. Donc c'est 2 mois la première année, et la deuxième année, peu importe la mention choisie, il faudra avoir un stage de 4 mois. Il y a des universités qui proposent de scinder le stage pour pouvoir effectivement continuer une pratique au sein d'un cabinet libéral, par exemple, de pouvoir faire le stage sur 6 mois, par exemple, au lieu de le faire 4 mois d'affilée pour pouvoir permettre une continuité des soins. La gestion du cabinet pendant la reprise des études, c'est bien passé parce que j'ai une collaboratrice qui était engagée à mes côtés. Un peu plus difficile sur le maintien des remplaçantes puisque ça a quand même pas mal tourné. J'ai envie de dire que c'est un bon travail d'équipe aussi par rapport à la vie familiale, de pouvoir allier la vie de famille, la reprise d'études et le cabinet. Mais avec de l'anticipation et une bonne motivation, ça se fait largement.
La préparation à l'après-formation se fait vraiment pendant les 2 ans. C'est-à-dire qu'avant de partir en formation, on a un projet, on a un idéal de vie d'infirmière en pratique avancée, mais il va falloir le faire mûrir, ce projet d'installation, il va falloir solliciter les acteurs de réseau, se faire connaître, approfondir les pistes des départs qui potentiellement ont pu évoluer parce qu'un médecin a changé d'avis, a déménagé. Donc il faut vraiment tout au long de ces 2 ans rester très motivé sur la formation puisqu'il y a aussi les partiels à passer, le mémoire à préparer, mais il faut aussi garder dans un coin de sa tête qu'il va y avoir l'après et que l'après ça se prépare. Donc il faut solliciter les structures, contacter la CPTS qui permet d'être des facilitateurs de communication et puis réfléchir sur l'après-formation, où je vais m'installer, concrètement comment ça va se passer. Et donc tout ça, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie alors qu'on en a déjà beaucoup à déployer sur la formation. Donc vraiment, ce serait plutôt vraiment un conseil de ne pas laisser tomber le post-formation et vraiment alimenter le projet professionnel tout au long des 2 ans. Le projet post-formation a vraiment évolué pendant les 2 ans. J'ai été sollicitée par une maison de santé pluridisciplinaire de mon secteur pour pouvoir travailler avec 5 médecins généralistes de la structure et donc toute l'équipe. Donc c'est vrai que la formation n'était pas terminée, mais il faut déjà penser à l'après alors qu'on n'est pas encore diplômé, donc c'est vrai que ça va un peu vite dans ma tête. Donc l'idée, c'est vraiment se poser sur la fin de la formation et réussir, parce que là, il y a des grosses attentes par rapport au rendu de mémoire, mais aussi anticiper mon arrivée pour pouvoir avoir toutes les cartes en main, pour pouvoir m'épanouir sur le début de ma nouvelle activité. Donc ça, c'est vraiment un gros bloc qu'il faut anticiper avec la future équipe ou le futur médecin avec lequel on doit travailler. Notamment sur où je vais m'installer, c'est-à-dire que c'est un réel sujet, où on va mettre l'IPA dans le cabinet, parce que tous les cabinets ne sont pas adaptés pour recevoir une nouvelle profession. Donc pour que je puisse travailler en autonomie, il me faut mon propre cabinet. Donc vraiment où je vais m'installer, à qui je vais louer ce cabinet, puisque des fois dans des maisons de santé, ce n'est pas les médecins qui sont les bailleurs, donc dans ces cas-là, il faut me tourner vers le bailleur qui peut être une communauté d'agglo, une mairie ou un bailleur privé. Il faut anticiper toutes les démarches à la CEPAM et à l'ordre infirmier pour le changement de statut, mais ça ne peut se faire qu'à la date d'obtention du diplôme avec le fameux Graal du papier « Je suis diplômé IPA ». Donc ça, c'est des temps d'attente qui sont longs parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de pouvoir se lancer dans le projet, mais en fait, l'administratif fait qu'il y aura toujours un moment de latence sur l'installation, avec des démarches administratives qui sont un peu longues. Donc solliciter l'ordre, solliciter également l'équipe pour savoir comment vont s'organiser les prises de rendez-vous. Donc pouvoir alimenter aussi le logiciel métier avec un portail qui va être dédié à l'infirmière en pratique avancée pour qu'il y ait pour le coup une continuité dans les soins, c'est-à-dire que moi ce que je vais retranscrire en tant qu'IPA, le médecin avec qui ou les médecins avec qui je travaille vont pouvoir voir mes comptes rendus. Il y a aussi les messageries sécurisées pour l'interopérabilité avec le logiciel métier. Donc tout ça, c'est des petites contraintes administratives qu'il faut anticiper avant l'installation et qu'il faut réfléchir avec l'équipe. Concernant le suivi des patients, ma mention, c'est pathologie chronique et stabilisée. Donc en fait, le décret m'impose le suivi de certaines pathologies comme le diabète, l'hypertension, les pathologies cardiaques, démence et Alzheimer associés, post-AVC, Parkinson. Donc du coup, forcément, les patients que les médecins vont m'adresser ont ce type de pathologie. Après, il faut réfléchir en équipe à la fréquence d'adressage, c'est-à-dire j'ai certains médecins qui veulent revoir le patient 1 fois sur 2, j'en ai d'autres qui me disent 2 ou 3 fois tu le vois et ensuite c'est moi qui le revois. Donc ça, c'est vraiment une réflexion fine qu'il faut avoir en équipe, avec l'équipe de prescripteurs de la structure qui va m'accueillir. Et puis aussi anticiper l'ouverture des agendas de manière à pouvoir aussi informer le patient, parce qu'il y a toute la communication dont on ne parle pas, mais vis-à-vis du patient, qui lui va se retrouver du jour au lendemain avec une IPA, donc il ne sait pas ce que c'est qu'une IPA. Donc ça s'anticipe, il faut avoir son adhésion pour pouvoir
avoir un suivi conjoint, il faut l'accord du médecin, mais il faut aussi avoir l'accord du patient. Donc tout ça aussi, ça demande un travail de communication vis-à-vis du patient, donc l'informer, donner un flyer pour expliquer ce que c'est qu'une IPA, et puis lui expliquer que dans 3 mois, moi je ne suis pas encore diplômée, mais potentiellement dans 3 mois, son prochain rendez-vous, il sera avec l'IPA. Donc ça permet de mettre un peu plus toute l'équipe à l'aise sur ce qui va se passer 3 mois après ma fin de formation et mon arrivée et mes agendas qui sont déjà aussi bien alimentés pour que le début de l'activité se passe bien. Là, ça y est, ma formation est finie. L'après-formation, concrètement, il va vraiment être focalisé sur l'installation. Donc, faire des choix sur son installation. Donc, est-ce que je veux avoir un exercice mixte, c'est-à-dire est-ce que je veux garder mon cabinet d'infirmière libérale et être aussi IPA libérale, ou est-ce que je veux faire une activité exclusive IPA libérale? Donc moi, le choix a été d'arrêter mon cabinet en soins généraux et de me consacrer sur la pratique d'infirmière en pratique avancée libérale. Donc il faut, dans ces cas-là, laisser son cabinet, donc céder ses parts, vendre sa patientèle, trouver une nouvelle collaboratrice qui va rentrer officiellement à ma place, et puis aussi toutes les démarches d'installation, donc le statut à l'ordre infirmier qui va être modifié, la CEPAM, en fonction du lieu d'installation, peut donner et octroyer des aides à l'installation, donc sous le format d'une convention assignée. Donc ça aussi, c'est des démarches administratives qui prennent du temps. Tout ce qui va être assurance, responsabilité civile professionnelle qu'il va falloir modifier, penser à meubler son cabinet comme une nouvelle installation en fait, lister un petit peu le matériel dont je vais avoir besoin et puis continuer à peaufiner avec l'équipe les profils patients que je vais suivre et les missions que je vais avoir aussi au sein de la structure, puisque l'IPA, elle a des missions par rapport au suivi du patient, donc ça c'est vraiment tout ce qui est suivi clinique, mais l'IPA aussi elle a des missions transverses, parce que du coup dans les unités d'enseignement, on est formé effectivement donc à l'éthique, à l'éducation thérapeutique, à la recherche pour tout ce qui est veille documentaire et aussi aux analyses de pratiques professionnelles. Donc du coup l'IPA, elle peut aussi s'épanouir dans des activités et des missions transverses. Donc il n'y a pas que le suivi du patient, il y a aussi toutes les missions et les gestions de projets qu'on peut faire à côté, créer du projet avec la maison de santé dans laquelle on exerce. Si on n'exerce pas dans une MSP, on peut solliciter la CPTS pour pouvoir faire du projet, d'éducation thérapeutique de patients, monter des projets sur de la vaccination, de la prévention des chutes, Octobre Rose. Voilà. Il n'y a pas que le suivi, il y a aussi des missions transverses qui nous sont enseignées et dont j'encourage vivement les futurs IPA à s'épanouir sur ces missions transverses qui sont un peu oubliées mais qui permettent aussi de développer tous les acquis qu'on a eus en formation sur différents projets, notamment aussi la coordination de parcours de patients et puis la recherche en soins primaires qui est souvent oubliée et dont on a de réels besoins en soins de ville. Alors là, ça y est, je suis installée en maison de santé pluridisciplinaire avec une équipe de 5 médecins généralistes avec lesquels je collabore pour le suivi des patients, mais pas que les médecins généralistes, puisque à la maison de santé, il y a aussi une infirmière azalée avec laquelle je collabore sur les suivis des patients qui ont des pathologies chroniques, sur le sevrage tabagique, les règles et gynédiététiques. Et puis il y a des infirmières libérales aussi avec lesquelles je collabore qui, elles, nous sont d'une grande aide sur le suivi des patients à domicile et qui ont le regard que nous, on n'a pas forcément. Et puis il y a 2 assistantes médicales aussi à la maison de santé qui sont vraiment d'une aide importante sur le suivi des patients en termes de gestion administrative, prise de rendez-vous, prescription des moyens de transport. À la maison de santé, du coup, 3 casquettes par rapport à la prise en charge des patients. Donc le suivi clinique des patients qui ont des pathologies chroniques. Donc je suis des patients que les médecins généralistes m'adressent. Donc les gens m'appellent directement pour prendre des rendez-vous en me disant j'accepte d'être suivi par vous, puisque du coup on a déjà abordé le fait qu'il fallait l'adhésion du patient pour le suivi. Je suis aussi en charge d'ouvrir les dossiers. Donc l'ouverture de dossiers des nouveaux patients qui sont en attente de médecins traitants. Et je fais aussi des bilans de prévention. Donc ça permet de manière annuelle de faire un suivi global de la santé du patient, soit en demande directe du patient, soit une demande du médecin généraliste. L'installation, ça a demandé un petit peu d'énergie, un petit peu de stress, parce que du coup on quitte une activité libérale qui fonctionne et on repart un peu à zéro.
J'ai eu de la chance, mes agendas avaient été ouverts en avance, donc du coup je n'avais pas de planning vide à mon arrivée, donc ça me permettait de lever un peu l'angoisse des agendas vides. Et aussi pouvoir s'insérer dans cette équipe qui était déjà formée, donc pouvoir expliquer quelles étaient mes nouvelles missions, pouvoir m'implanter sans empiéter sur les missions, par exemple, de l'infirmière d'éducation thérapeutique, l'infirmière Azalée. Et en fait, on se rend compte au quotidien qu'on a des missions qui peuvent se rejoindre sur certains aspects, mais en fait qui sont complémentaires. Donc je dirais vraiment que j'arrive en complémentarité du médecin généraliste dans le suivi du patient et en complémentarité de l'équipe existante. Sur le plan humain, l'installation s'est bien passée parce que j'ai été attendue, puisqu'on m'avait sollicité pour intégrer l'équipe. C'était fluide. Ça a été fluide parce que tout le monde a été bienveillant sur l'installation. Et puis avec les patients aussi, quelques réticences bien évidemment sur cet IPA qui est méconnu, qui n'est pas médecin et qui va pouvoir faire mon suivi. Mais au fil des mois, une bonne adhésion et une bonne compréhension du concept. Lors d'une visite chez mon docteur, elle m'a proposé pour la prochaine visite d'aller vers une infirmière en pratique avancée. Je n'avais aucune idée de ce qu'était une infirmière en pratique avancée. J'ai eu beaucoup de mal à retenir le nom, mais j'ai été quand même bien renseignée. Elle m'a dit qu'elle ferait exactement le même examen qu'elle. Elle m'a bien mis en confiance. Et donc, j'ai été d'accord. J'ai été surprise par la proposition en premier temps. Mais je fais confiance à mon docteur. Oui, le patient est soucieux parce que d'habitude, il a affaire à un médecin qui prend des décisions pour son suivi. Et lui, là, il a devant lui une personne qui n'est pas médecin. Donc, je les rassure sur le fait que je ne suis pas médecin, que je ne vais pas pouvoir remplacer le médecin sur certains aspects, mais sur d'autres, oui. Et puis une complémentarité qu'ils ont bien compris, et puis les rassurer aussi que si jamais il y a un problème aigu qui sort de la pathologie chronique, je suis un maillon supplémentaire pour les rediriger rapidement vers une prise en charge et un rendez-vous d'urgence si besoin. Je peux les aider dans leur prise de rendez-vous. J'ai plus de temps, mes consultations sont plus longues. Le temps que j'ai à leur dédier est vraiment apprécié. Lors de mon premier rendez-vous avec Émilie Mathieu, l'infirmière en pratique avancée, elle m'a bien expliqué qu'elle avait repris des études et elle m'a mis en confiance. Elle m'a fait l'examen très classique. J'ai trouvé ça très professionnel. Et je me suis sentie vraiment sécure. Je suis ressortie avec mes examens, mon ordonnance, exactement la même ordonnance qu'avec mon médecin. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je n'ai pas dérangé mon médecin pour un renouvellement d'ordonnance. Et en même temps, j'ai eu l'examen complet. Actuellement, ça fait 9 mois que je suis installée dans la structure. Donc j'ai pu alimenter ma file active de patients que je suis. Donc à ce jour, en juin 2025, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je revois certains patients. Et donc là, c'est appréciable sur la nouvelle activité puisque je peux voir les effets de mes prises en charge. J'ai eu le temps de mettre en place des réunions de concertation avec les médecins généralistes avec lesquels je collabore. Donc ça nous permet vraiment d'objectiver l'arrivée de l'IPA, ce que j'ai pu mettre en place, les recommandations que j'ai fait auprès du médecin et du patient. Et donc là, le trinôme patient-médecin généraliste IPA prend vraiment tout son sens au bout de 9 mois d'installation. La rémunération des IPA, c'est un sujet qui fait débat. C'est une rémunération qui n'est pas à l'acte comme une infirmière libérale, mais qui est au forfait. Donc en fait, quand je vois un patient, je le facture par trimestre. Donc si je dois le revoir 2 ou 3 fois dans le trimestre, je ne peux pas le facturer plus. C'est un réel sujet. J'espère rapidement que ce mode de facturation va évoluer. À ce jour, on en est là. On peut vivre de son activité libérale exclusive, effectivement, si on a fait part aux médecins avec lesquels on travaille de cette contrainte financière, de manière à bien pouvoir cerner le nombre de patients qu'il faut suivre dans une année pour pouvoir vivre de cette activité. Donc ça fait vraiment partie des discussions à avoir en amont avec la future équipe. On a parlé de la fréquence des adressages, des types de patients, mais il faut aussi aborder à un moment donné l'aspect économique pour pouvoir maintenir l'IPA dans la structure et pas au bout d'un an tomber en échec parce qu'il n'y a pas eu assez d'adressage et la rémunération n'est pas là.
Des médecins sont réticents au métier d'infirmière de pratique avancée pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est un métier nouveau qu'il faut intégrer dans nos pratiques. Et ça remet aussi en question le métier de médecin généraliste. Quel est le rôle on donne aux infirmières de pratique avancée et qu'est-ce qu'il en reste de notre métier? Il y a aussi une question de responsabilité. Lorsqu'on présente le métier en disant les patients stables, ce sera l'infirmière qui le voit, et quand le patient décompense ou qu'il y a une complication, ce sera pour le médecin généraliste. Il y a une question aussi de responsabilité. Quelle responsabilité pour chacun des praticiens? Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour mettre en sécurité surtout le patient, mais aussi la responsabilité de chacun des professionnels de santé. Ça génère de l'anxiété parce qu'on n'a que 5 ans d'études comparé à des médecins qui ont fait 10 ans d'études. Je comprends d'un côté et en même temps, il ne faut pas avoir peur puisque en fait, je ne suis pas médecin. Donc je suis souvent limitée dans ma pratique parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, j'ai une réelle montée en compétences sur les pathologies chroniques et sur le suivi des patients pour lesquels je peux et je suis en compétence de prendre des décisions. Il faut garder en tête qu'on est vraiment complémentaires, que je ne fais pas cavalier seul, que je ne vais pas prendre de décision sans que le médecin en soit informé, déjà parce qu'on travaille avec des logiciels métiers, donc tout est transparent, et qu'on met en place la collaboration et qu'on met en place des concertations. Donc toutes les décisions que je vais prendre, à un moment donné, il y aura un retour fait au médecin généraliste, et quand je serai dans une impasse, s'il n'y a pas de notion d'urgence, je lui en reparlerai. Et s'il y a une notion d'urgence, je prendrai la décision de réadresser le patient rapidement pour que le patient soit vu si j'ai vraiment une notion d'urgence. On est formé durant nos études à pousser l'examen clinique, à faire des hypothèses diagnostiques, donc en aucun cas on fait des diagnostics. Donc il faut vraiment garder le fait que l'IPA va être complémentaire dans le suivi du patient, qu'elle a des compétences pour prendre des décisions, mais qu'elle a aussi conscience qu'elle n'est pas médecin et qu'elle redirigera à le moment venu. Au tout début, quand on présente le métier d'infirmière de pratique avancée, on pense surtout aux patients qui ont une maladie chronique stable, pour lesquels on voit les patients régulièrement pour évaluer les ordonnances. Et donc au début, c'était essentiellement donc, des patients où je considérais comme leur suivi étant stabilisé. Et donc, je me disais, c'est ces patients que je vais lui envoyer. Donc ça a été le cas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres missions qui me permettaient de me décharger du temps médical et aussi de partager le suivi, notamment une réévaluation juste pour l'hypertension artérielle. J'avais modifié un traitement, il faut le réévaluer dans un mois et Émilie, elle peut le faire parce qu'elle en a les compétences. Ça peut être aussi la prise en charge des nouveaux patients. On sait tous que c'est difficile d'avoir accès aux soins et je pense que de pouvoir se partager cette responsabilité et cette charge de prendre en charge des nouveaux patients, pour moi en tant que médecin généraliste, pour être médecin traitant, me dire que je peux compter sur quelqu'un d'autre qui a des compétences médicales pour recueillir les antécédents, faire de la prévention, c'est du travail préalable qui me décharge beaucoup mentalement. Quand je reçois le patient et que je vois que le dossier est fait, que le gros du travail a été fait, c'est plus facile pour moi de dégager les différents axes de travail pour le suivi ultérieur. Si le travail de prise en charge du nouveau patient ne reposait sur qu'une seule personne, c'est trop lourd en fait. On sait que maintenant les patients sont polypathologies, polymorbides et qu'il y ait une personne qui puisse recueillir toutes ces informations en amont, ça fait gagner beaucoup de temps. Se reposer que sur le système des médecins, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Donc je trouve que dans ce métier, il y a quand même un espoir qui est celui de l'accès aux soins et d'éviter aussi l'errance médicale. Il y a beaucoup de patients qui nous racontent avoir juste abandonné de chercher un médecin parce qu'on les refusait de partout et qu'il y a un risque de retard diagnostique et que le jour où on récupère le patient, que ça soit déjà dans un stade avancé, voire grave. Donc pour moi, c'est plutôt un métier porteur d'espoir pour l'accès aux soins et plus un maillon complémentaire, plus que quelqu'un qui risque de remplacer, comme on peut lire sur les réseaux parfois. Donc pour moi, c'est plus une chance pour les patients aussi. Avant l'arrivée de Émilie, on avait 400 patients qui attendaient d'avoir une réponse pour le suivi de médecin généraliste en tant que médecin traitant. Et depuis son arrivée, on a pu prendre 100 patients en charge. Et ce n'est que le début parce qu'il y en a encore beaucoup qui attendent.
La CPTS m'a aidée depuis le départ, déjà au projet de formation, dans mon dossier de motivation, on va dire, m'a soutenue sur mon départ en formation, a fait la communication qu'une infirmière libérale voulait repartir en formation sur le territoire, de manière à diffuser l'information et la com auprès des médecins généralistes ou des structures. Et puis elle m'a aussi aidée sur le post-formation, puisque pour le coup, je peux la solliciter pour mettre en place des actions de santé publique si je veux développer l'éducation thérapeutique ou une action de prévention. Et puis la CPTS peut aussi me solliciter pour mon expertise IPA pour développer du projet. Tout ce temps et toute cette énergie d'investi pendant 2 ans, sans regret, très contente d'avoir été au bout de l'aventure IPA, et c'est pas fini. Après, c'est vrai qu'effectivement, sur le quotidien, il y a toujours cette petite crainte de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais prendre des bonnes décisions pour mes patients? Mais ça, en fait, cette montée en compétence, il faut se laisser du temps. C'est comme à chaque fois qu'on reprend une nouvelle activité, il faut se laisser du temps d'être bien dans sa pratique. L'équipe dans laquelle j'évolue me permet aussi de monter en compétence avec toutes les réunions de concertation, les groupes de pairs qu'on met en place pour justement échanger sur nos pratiques. Ça permet vraiment de monter en compétences progressivement, donc je pense qu'il faut se laisser du temps, d'être à l'aise dans les nouvelles démarches. Et puis aussi s'épanouir sur ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les missions transverses, donc créer du projet, créer de la coordination, se lancer dans de la recherche. Mais ça, ça va venir, mais il faut se laisser du temps de s'épanouir progressivement. Mais non, sans aucun doute, aucun regret, et très épanoui dans la pratique. Il faut vraiment prendre le temps de ce qu'on veut faire, et de ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on ne veut plus faire. Moi, j'ai vraiment eu la sensation de redécouvrir le métier d'infirmière avec les enseignements que j'ai suivis sur les sciences infirmières, puisque j'ai l'impression que ça a été survolé à l'école d'infirmière, mais vraiment approfondi. J'ai eu la chance de partir au Canada 1 mois en stage, où là-bas la pratique infirmière est largement implantée depuis longtemps. J'ai rencontré un magnifique réseau de personnes qui m'ont vraiment portée dans ma démarche. Et ça, c'est vraiment important au cours des 2 dernières années. Et vraiment des conseils aux personnes qui sont motivées par la reprise d'études, ça serait vraiment d'être organisé dans le quotidien, notamment quand on a un maintien d'activité dans le cabinet libéral, puisqu'il faut continuer d'exercer en soins généraux, mais il ne faut pas non plus oublier la formation qui est assez lourde et qui demande un lourd investissement de travail personnel. Vraiment organiser ses journées et garder un petit peu de temps pour soi pendant ces 2 ans. Donc je dirais vraiment méthodologie pour ne pas se laisser déborder, parce que c'est vrai qu'au bout de 10-15 ans, reprendre les études, c'est vrai que ça demande intellectuellement et psychologiquement un lourd investissement quand on a à côté une vie de famille. Donc vraiment être méthodologique sur l'organisation des journées, et vraiment s'octroyer du temps au calme pour pouvoir bien assimiler toutes ces nouvelles données qu'on doit avoir, et garder aussi du plaisir à côté. Donc vraiment l'organisation. 2 ans d'énergie débordante, 2 ans d'investissement familial, personnel, mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce qu'à 9 mois d'installation, je me sens bien. Je sais qu'il y a encore plein de choses à créer, plein de choses à approfondir, mais sans regret pour la formation. Et j'encourage vivement toutes les personnes qui ont été dans cette démarche de est-ce que je vais pouvoir reprendre mes études et est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité aussi, de le faire.